Mesdames et messieurs, bonjour, chers internautes qui nous suivez en ligne. Bonjour, chers téléspectateurs, bonjour. Ce mercredi 5 août 2026, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 14h15 au palais de la présidence de la République, ici à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce Conseil particulièrement riches ont porté sur 29 points, comprenant 24 mesures générales composées d'un projet de loi et d'ordonnance, de 23 projets de décret, de 3 mesures individuelles et de 2 communications. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, aborder avec vous les différents détails des points énoncés plus haut. Ainsi, comme je vous l'annonçais, le Conseil a adopté, dans le cadre des mesures générales, un projet de loi et d'ordonnance. Ainsi, au titre du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une ordonnance portant mise en œuvre de la 4e phase du démantèlement tarifaire dans le cadre de l'accord de partenariat économique entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne et le projet de loi de ratification y afférent. Conformément au calendrier convenu entre les parties, un accès préférentiel au marché national est reconnu aux produits de l'Union européenne sur une période de 10 ans répartie en 5 phases de démantèlement allant de 2019 à 2029. Les premières, deuxième et troisième phases du démantèlement tarifaire ont démarré respectivement les 1er janvier 2019, 1er janvier 2021 et 1er janvier 2024. La 4e phase du démantèlement tarifaire, entrée en vigueur au 1er janvier 2026, comporte 1074 lignes tarifaires obtenues à la suite de la migration du tarif extérieur commun de la CEDEAO de 2017 vers la version 2022 du système harmonisé. Les produits originaires de l'Union européenne et couverts par cette phase de démantèlement sont exonérés de paiement du droit de douane à l'occasion de leur importation sur le marché national. Cette ordonnance organise la mise en œuvre des termes de l'accord de libre-échange relatif à la 4e phase du démantèlement tarifaire, tel que convenu par les parties. Je voudrais à présent aborder avec vous les 23 projets de décret qui ont été adoptés au cours de ce Conseil. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 4 décrets. Le premier décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 30 milliards de francs CFA, conclu le 22 mai 2026 entre la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, donc, et la République de Côte d'Ivoire, en vue du financement partiel du projet de réhabilitation des sites et de renforcement de la plateforme de vidéoprotection. Ce financement permettra, plus spécifiquement, de renforcer la résilience des infrastructures et de renouveler les installations vétustes, d'accroître les capacités d'analyse et de détection de nouvelles menaces et d'améliorer la protection du cyberespace national. Le deuxième décret porte sur la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 29,7 milliards conclu le 11 mai 2026 entre la Banque ouest-africaine de développement, donc encore la BOA, et la République de Côte d'Ivoire
en vue du financement partiel de la phase de consolidation du projet de développement intégré du Wassoulou. Le projet initial du développement du Wassoulou prévoit la construction de 2 barrages collinaires d'une capacité totale de 18,3 millions de mètres cubes, ainsi que l'aménagement de 249 hectares de périmètres irrigués à l'aval des barrages, la réhabilitation et la construction de parcs et de marchés à bétail, la construction de marchés régionaux de gros, ainsi que la réalisation de 77,5 km de pistes de désenclavement du site de production. Le présent financement porte spécifiquement sur la prise en charge des travaux de construction des 2 barrages prévus à Wairé et à Gbaanla, la réalisation du marché régional de gros et l'aménagement de 800 hectares de périmètres irrigués en aval des barrages à Wairé, Gbaanla, de Wossa, Samanko, Siensoko et de Bireko Deguini. Le 3e décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 42 milliards de francs CFA, conclu le 6 mai 2026 avec la BOA et la République donc de Côte d'Ivoire, en vue du financement partiel du projet de construction de 4300 logements sociaux et économiques en Côte d'Ivoire, notamment la phase 4 portant sur 840 logements à Boaké et des infrastructures sociales connexes. Le projet prévoit non seulement la construction de 4300 logements sociaux et économiques, dont 2360 à Abidjan, 420 logements à Yamoussoukro et 1520 logements à Boaké, la viabilisation des 3 sites d'une superficie de 30 hectares environ, retenus à cet effet, mais également le renforcement de l'accès des populations aux services sociaux de base, ainsi que la promotion de modes innovants d'accession au logement en faveur des ménages à faible revenu. Le 4e et dernier décret adopté au titre donc du même ministère porte sur la ratification de l'accord de don d'un montant total de 300 millions de dollars US, soit un peu plus de 171 milliards de francs CFA, conclu le 16 septembre 2025 entre les États-Unis d'Amérique, agissant par l'intermédiaire du Millennium Challenge Corporation, MCC, et la République de Côte d'Ivoire pour le financement du programme Compact régional pour l'énergie. Ce don est destiné au financement des activités liées au programme régional d'électricité en Côte d'Ivoire. Ce programme porte sur 2 activités essentielles, à savoir l'appui au marché régional de l'électricité de la CEDEAO à travers l'opérationnalisation de la 2e phase du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain et la modernisation du réseau électrique national. Ces différentes activités consistent en la réalisation d'investissements ciblant les outils, les équipements et les infrastructures du réseau électrique ivoirien afin de répondre aux exigences techniques et de fonctionnement du marché et d'augmenter corrélativement la quantité nette d'électricité échangée par notre pays sur le marché régional. Au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 6 décrets. Un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de concertation entre l'État et la société civile. Un décret portant attribution, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur consultatif des religions et des convictions
en abrégé CSCRC. Un décret fixant le coût et les modalités de paiement du droit de dépôt du dossier des organisations de la société civile et des frais de dossier d'enquête de moralité. Un décret fixant le montant de la dotation initiale minimale de la fondation reconnue d'utilité publique. Un décret fixant les conditions de l'appel public à la générosité par les fondations reconnues d'utilité publique. Un décret, enfin, relatif aux conditions de réception des dons et legs par les organisations de la société civile, aux avantages consentis aux dites organisations et à la tenue de leurs états financiers. Les 6 décrets interviennent en application de l'ordonnance du 12 juin 2024 relative à l'organisation de la société civile. Il précise les conditions et les modalités du déploiement de l'action des organisations de la société civile et organise en synergie le cadre de leur participation active et structurée à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi des politiques publiques. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets portant chacun attribution d'un permis de recherche minière valable pour l'or, un permis en faveur de la société Avesoro Côte d'Ivoire SAU avec CA dans les départements de Pricro et de Sandégué, un permis en faveur de la société Avesoro Côte d'Ivoire SAU avec CA dans le département d'Oumé, un permis en faveur de la société Barrick Gold Côte d'Ivoire SARL dans le département de Korogo. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Toujours au titre du ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, le Conseil a adopté 3 autres décrets, à savoir notamment un décret portant approbation de la convention de concession pour la conception, le financement, la construction, la détention en pleine propriété, l'exploitation, la maintenance et le transfert de propriété d'une centrale thermique de production électrique à cycle combiné d'une puissance totale maximale de 478 MW à Tabot. Un décret portant approbation de la convention pour la fourniture de services de location et d'exploitation d'une unité flottante de production d'électricité de 225 MW à Abidjan. Un décret portant approbation de la convention de prestation de services pour la location et l'exploitation d'une centrale thermique modulaire d'une capacité cumulée de 40 MW à Atakro et à Abrubakro. Il convient de rappeler que dans le cadre de la politique de développement du parc de production d'électricité engagée par le gouvernement, les opérateurs privés ont été incités à soumettre des offres portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance de nouvelles unités de production ainsi que d'infrastructures connexes en vue de faire face à la forte croissance de la demande d'énergie observée ces dernières années. Ainsi, chacun des 3 décrets entérinent et engage les termes de 3 conventions de partenariat public-privé signées avec 3 opérateurs privés du secteur de l'électricité, à savoir la convention Genzer Energy, Tabot, portant sur une centrale thermique à cycle combiné de 470 MW, la convention Power 32,
portant sur une centrale thermique, la cycle combinée d'environ 225 MW, et la convention PIPS portant sur une centrale thermique modulaire de 40 MW, correspondant à une capacité de production totale de 335 MW. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 3 décrets. Le premier décret transforme l'établissement public à caractère administratif dénommé Institut national de formation des agents de santé, en abrégé INFAS, en établissement public hospitalier national. En application de la loi du 23 juillet 2019 portant réforme hospitalière, ce nouveau dispositif permettra de rehausser la qualité de la formation initiale et la formation continue dispensée par l'établissement et de mettre à la disposition du système hospitalier du personnel qualifié à même d'assurer des soins de qualité aux populations. Le deuxième décret porte attribution, organisation et fonctionnement d'un établissement public hospitalier national, EPHN, dénommé Centre national d'excellence de prévention et traitement de l'insuffisance rénale, en abrégé CNEPTIR. Dans la même dynamique de réforme hospitalière, ce décret modifie, réorganise la gouvernance de l'établissement et introduit diverses innovations pour améliorer davantage la réalisation des activités de prévention et de prise en charge des patients. Il étend notamment les missions du CNEPTIR, créé en 2002. Il étend notamment les missions du CNEPTIR créées en 2022 avec l'élargissement du paquet de services de soins, particulièrement pour les enfants dont l'état de santé nécessite une hémodialyse ou une transplantation rénale. Le troisième décret porte création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Fonds national de lutte contre les maladies et les urgences épidémiques. Ce décret transforme le Fonds national de lutte contre le sida en un établissement public national à caractère administratif, social, culturel et environnemental, dénommé Fonds national de lutte contre les maladies et les urgences épidémiques, en vue de renforcer la résilience du système national de santé face aux défis épidémiologiques et aux crises sanitaires. Cette nouvelle structuration du fonds permettra en pratique de diversifier les sources de financement, d'optimiser l'allocation des ressources, d'améliorer la gouvernance, mais également d'élargir le périmètre d'intervention à d'autres programmes prioritaires tels que ceux concernant la tuberculose, le cancer, la nutrition, la santé maternelle et infantile, et de faire face avec sérénité aux éventuelles urgences épidémiques. Au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution et organisation et fonctionnement du Comité consultatif national de la santé publique vétérinaire. Créé en application du Code de la santé publique vétérinaire, le Comité consultatif a pour mission de renforcer le dispositif de gouvernance de la santé animale en vue d'annihiler ou, au minimum, réduire de façon significative l'impact économique négatif des maladies animales. Le comité intègre toutes les parties prenantes à la problématique de la santé publique vétérinaire
afin d'orienter au mieux le gouvernement en matière de politique sanitaire animale et de plan d'intervention d'urgence. Au titre du ministère des Eaux et Forêts, le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement du Comité national de gouvernance forestière pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat volontaire entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne sur l'application des règlements forestiers, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et produits dérivés. L'accord de partenariat volontaire a été signé en février 2024 à Bruxelles, dans la dynamique de la lutte contre l'exploitation forestière illégale et de la garantie de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement en bois. Le Comité national de gouvernance forestière, qui regroupe l'ensemble des parties prenantes du secteur forestier, à savoir les ministères techniques concernés, le secteur privé, la société civile et la chefferie traditionnelle, est chargé d'assurer la mise en œuvre de l'accord sur le territoire national. Au titre du ministère du Plan et du Développement, le Conseil a adopté un décret portant validation, diffusion et archivage des statistiques publiques du système statistique national. Ce décret institue un cadre organisationnel harmonisé destiné à encadrer les processus de validation, de diffusion et d'archivage des statistiques publiques produites par les organes du système statistique national en vue de garantir la qualité, la cohérence, la transparence et la traçabilité des données statistiques. Il consacre notamment l'obligation de soumettre toute production statistique publique à un processus préalable de validation associant l'organe producteur, l'Agence nationale des statistiques, en sa qualité d'organe de coordination technique, ainsi que le Conseil national de la statistique, chargé de veiller à la conformité des données aux normes et standards en vigueur au plan national et international. Au titre du ministère de la Culture et de la Francophonie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant création d'un centre culturel d'intérêt national dénommé Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, en abrégé CCJAB. Dans le cadre de la réforme de l'action publique et de la gouvernance culturelle, ce décret transforme le centre culturel Jacques Aka, anciennement service extérieur d'intérêt national rattaché au ministère en charge de la culture, en un établissement public à caractère administratif, social, culturel et environnemental, et opère un changement de sa dénomination qui devient désormais Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, en abrégé CCJAB. Ce statut juridique renforcé garantit au centre culturel une autonomie de gestion et de fonctionnement qui permet d'entrevoir la réhabilitation et la modernisation de cette institution culturelle de la région du Béké. Je voudrais à présent, mesdames et messieurs, vous donner lecture des mesures individuelles qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Et cela, bien entendu, au titre du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Ainsi, au titre de ce ministère, le Conseil a adopté un décret portant nomination de M. Kangouté Issa, actuellement consul au Consulat général de Côte d'Ivoire à New York, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République algérienne et démocratique, avec résidence à Alger. En outre, toujours au titre de ce ministère, le Conseil a donné son agrément en vue de la nomination de 2 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires
près la République de Côte d'Ivoire. Et ce sont Madame Ndia Koupi Ndjitouanamata, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Namibie près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Accra, au Ghana. Madame Nipa Niranout, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Thaïlande près la République de Côte d'Ivoire avec résidence à Dakar, au Sénégal. Mesdames et messieurs, il me plaît à présent d'aborder les deux communications qui ont été adoptées au cours donc de ce Conseil. Ainsi, au titre du ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative au programme jeunesse du gouvernement, le PJGouv, 2026-2030. Adossé au plan national de développement, le PND 2021-2025, le PJGouv 2024, d'un coût global estimé à 1 118 milliards de francs CFA, projetait d'impacter 1 500 000 jeunes sur la période sur-indiquée. Au 31 décembre 2025, les résultats dépassent largement la cible initiale. Ainsi, 3,6 millions de jeunes ont été impactés en termes notamment de formation à visée d'insertion en milieu professionnel, de programmes d'entrepreneuriat et de bourses d'études. 261 structures de formation et infrastructures de jeunesse ont été construites ou réhabilitées et 6 millions de jeunes et adolescents ont été sensibilisés chaque année au civisme et contre les fléaux sociaux tels que la drogue, l'alcoolisme et le tabagisme pour un investissement cumulé de 962,16 milliards, dont 492,91 milliards pour les initiatives d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, 465,89 milliards pour les infrastructures et 3,36 milliards pour les actions de prévention et de sensibilisation. Aligné également sur les grandes orientations des politiques publiques, le PJGouv 2026-2030 repose sur 3 axes stratégiques, à savoir l'accélération de la formation, de l'insertion professionnelle et de la promotion de l'entrepreneuriat jeune, le renforcement de l'engagement citoyen et de l'éthique sociale de la jeunesse, et enfin, dernier axe, l'amélioration des conditions d'épanouissement et de bien-être des jeunes. Suivant cette dynamique, le PJGouv 2026-2030 prévoit d'impacter 5,3 millions de jeunes, de construire ou réhabiliter 644 structures de formation et infrastructures de jeunesse et de sensibiliser chaque année plus de 5,3 millions de jeunes et d'adolescents aux valeurs de civisme et contre les fléaux sociaux pour un coût global de 2 869,4 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à la contribution de la recherche universitaire à la lutte contre la maladie de Scholl-Shoot du cacaoyer par la mise au point de biosolutions efficaces. Apparue dans le verger cacaoyer depuis les années 1940, la maladie du Scholl-Shoot est aujourd'hui répandue sur quasiment toutes les zones de production du cacao du pays et ailleurs dans le monde. La maladie a déjà causé des dommages économiques considérables et irréversibles aux petits exploitants de cacao dans les zones d'infection massive. De 1946 à ce jour,
Les solutions proposées par le monde de la recherche consistaient essentiellement en l'arrachage des pieds atteints par la maladie. Après 2 décennies de recherche et d'optimisation dans des champs d'expérimentation, de 2004 à 2024, une équipe de chercheurs de l'université Nangui Abrogwa d'Abobo-Adjamé, dirigée par le professeur Doumbia Mamadou, propose une nouvelle solution pour traiter de manière définitive et durable la maladie du Scholen-Schütt du cacaoyer. Cette solution consiste à utiliser un ensemble de biosolutions qui sont des solutions biologiques à base de matières organiques naturelles agissant synergiquement pour le traitement et le contrôle de la maladie du Scholen-Schütt. Depuis 2014, plus de 300 hectares ont été traités avec les biosolutions de l'université Nangui Abrogwa avec un taux de succès de 90% au bout de 9 mois de traitement dans toutes les zones agroclimatiques de culture du cacaoyer en Côte d'Ivoire. Par conséquent, les biosolutions proposées par les chercheurs de l'université Nangui Abrogwa ont fait l'objet d'un brevet sur marque 100% Made in Côte d'Ivoire. Le Conseil, tout en saluant cette découverte majeure de nos chercheurs, a instruit le ministre chargé de l'enseignement supérieur et l'ensemble des ministres concernés à l'effet de prendre les dispositions idoines pour renforcer le dispositif de production des biosolutions et de faire aboutir les études scientifiques complémentaires pour la validation pleine et entière de cette solution prometteuse pour l'éradication de la maladie du Scholen-Schütt du cacaoyer. C'est sur cette bonne nouvelle qu'a pris fin les points abordés au cours du Conseil de ce jour, qui est, il est peut-être besoin de le rappeler, le dernier Conseil de cette première moitié de l'année. Je me tiens à votre disposition pour toutes questions éventuelles. D'abord sur le Conseil, comme nous avons l'habitude de le faire, et ensuite, s'il y en avait, sur les questions d'actualité. Bonsoir, Monsieur le ministre. Venant Saka, journaliste pour le quotidien L'Inter. Monsieur le ministre, dans le compte rendu, vous avez évoqué 6 décrets au niveau du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui ont trait à la mise en place d'un comité de concertation entre l'État et la société civile. Pouvez-vous revenir sur ça, s'il vous plaît, nous donner un peu plus d'informations? Est-ce que l'État aura, disons, la même mise sur le fonctionnement de la société civile, ou bien qu'est-ce qui sera fait de manière concrète? Je vous remercie. Son nom l'indique bien. On a parlé donc d'un comité de concertation entre l'État et la société civile. C'est un comité qui va introduire un dialogue permanent entre l'État et la société civile. Donc il n'y a aucune coercition, je ne vois pas de main mise sur la société civile. Justement, ce comité de concertation permettra en amont de régler tous les problèmes, d'où justement son nom, comité de concertation. Vous aurez tous les détails de la composition du comité donc dans le journal officiel, puisque le décret sera publié avec tous les détails que cela contient. Il me serait fastidieux de revenir sur la publication de chacun des décrets que nous adoptons. Mais je peux vous rassurer que ce comité va travailler conformément à son appellation, comité de concertation. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Soropié Jean-Benjamin de l'Agence ivoirienne de presse. Monsieur le ministre, ma question est relative au PJ Gouv.
Il y a de nombreux jeunes qui sont allés cette année à l'intérieur du pays pour les stages, comme d'habitude, mais il s'est trouvé que ces stages ont été interrompus. Quelle mesure a pu se passer pour l'interruption de ce stage? Parce qu'ils se demandent qu'ils sont partis pour ces stages et ça n'a pas eu lieu. Moi, je ne saurais répondre à cette question. C'est le ministère de la Promotion de la Jeunesse qui pourrait y répondre. Il aurait été bon que ces jeunes se retournent vers le ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, qui a un programme d'accompagnement donc des jeunes en quête de stage, soit des stages de pré-emploi ou bien des stages de validation donc, de leur diplôme. Et ces mesures sont des mesures d'accompagnement financier, puisque pour les stages de pré-emploi, il y a un accompagnement qui est aujourd'hui de 75 000 CFA, qui est mis à la disposition du jeune stagiaire. Et pour les stages de validation donc, des différents examens, c'est un accompagnement financier de 45 000. Donc, toutes les dispositions sont prises. Je ne peux pas vous dire pourquoi ces stages ont été interrompus. Est-ce que c'est du fait de l'entreprise? Je ne peux pas rentrer dans ces détails puisque ça supposerait qu'on rentre dans chaque cas. Mais de façon globale, tout s'est bien passé. Nous n'avons pas eu d'alerte concernant donc l'organisation de ces stages. Sinon, vous pouvez être certain que le ministère de la Promotion de la Jeunesse en aurait parlé lui-même et aurait pris les dispositions nécessaires. C'est peut-être un cas isolé, il faut peut-être chercher à comprendre. Bien, les questions sur le Conseil étant épuisées, je me tiens à votre disposition pour d'éventuelles questions d'actualité, si vous en aviez. Bonjour, Monsieur le ministre. Kamaluddin Tawa de l'agence de presse Bloomberg. Kamaluddin Tawa de l'agence de presse Bloomberg. Au début de cette semaine, la direction des hydrocarbures a expliqué les raisons pour lesquelles l'État ivoirien a augmenté les frais du carburant, mais a également cité la crise qui se passe au Proche et Moyen-Orient, surtout la crise entre les États-Unis et l'Iran. On ne sait pas quand est-ce que cette crise va finir. Et on connaît aussi le potentiel en énergie de la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir une idée de quels sont vraiment les moyens, les mesures que l'État ivoirien est en train d'adopter afin de pouvoir contenir la pression qui vient de cette crise et également comment est-ce que l'État compte exploiter son potentiel afin de réduire la pression sur les carburants? Merci, Monsieur le ministre. Déjà, vous avez bien fait de rappeler que cette augmentation est due à la crise donc, au Moyen-Orient, avec toutes ces conséquences que nous savons sur le transport du gaz, le transport du pétrole, mais de façon plus générale sur, je dirais, la navigation maritime. Inévitablement, c'est tout le monde qui est impacté par cette augmentation donc, du prix du baril. Et nous sommes adossés, comme tous les pays, sur cette augmentation du prix du baril. Mais l'État ivoirien a résisté. La plupart des pays ont procédé à des augmentations au fur et à mesure de la crise, mais nous avons résisté parce que nous avons des ressources pour pouvoir donc tenir. Il se trouve que la crise perdura avec le yo-yo que nous connaissons. Tout le monde a vu comment est-ce que les cours du baril montent et descendent, mais vraiment, je dirais, à un rythme qui dépend justement de la profondeur de cette crise. Et nous nous sommes trouvés dans une situation où il nous était difficile de continuer de résister parce que les ressources demandées à l'État allaient être énormes. Déjà, il faudrait savoir que le prix actuel qui est fixé est en deçà de ce qui aurait dû être fixé.
c'est plus de 200 milliards que l'État injecte comme subvention pour maintenir le prix actuel. Ces 200 milliards auraient pu servir à bien d'autres choses, à réaliser des infrastructures sociales de base, mais le gouvernement qui est près des populations a essayé de juguler, de contenir cette crise pour éviter qu'elle vienne impacter tous les secteurs de la vie socio-économique. C'est pour cela que pour réduire la voilure de la subvention de l'État, nous avons été contraints de procéder à cette augmentation qui reste contenue, puisque c'est environ 3,5% globalement d'augmentation par rapport à l'ancien prix. Mais cela nécessite quand même plus de 200 milliards de subventions de l'État. Donc vous imaginez un peu ce que ça aurait été si nous n'avions pas procédé à cette augmentation. Toujours est-il que ce que vous devez savoir, c'est que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour protéger le portefeuille du citoyen ivoirien, en tout cas de tous ceux qui vivent sur notre territoire. Voilà ce que je peux dire pour vous répondre. Nous avons de très fortes contraintes. Ces différentes augmentations ont entraîné dans certains pays un déficit budgétaire. Nous essayons de contenir ce déficit dans les limites de ce que nous avons convenu avec le Fonds monétaire. Et donc, tout cela est une contrainte pour nous. C'est pour cela que nous avons dû, pour pouvoir contenir ce déficit-là, procéder à cette augmentation. Il faut que les citoyens savent que si nous avions une autre solution que de procéder à cette augmentation, nous l'aurions fait, puisque nous avons résisté depuis février. C'est depuis février que les pays ont commencé à augmenter le coût du carburant à la pompe. On a vu même ce que ça provoquait comme mécontentement aux États-Unis. Donc, depuis le mois de février, nous avons résisté. Nous sommes aujourd'hui au mois d'août. Nous n'avions pas d'autre choix que de procéder à cette augmentation minime pour pouvoir contenir, je dirais, la subvention que l'État apporte aux hydrocarbures. Vous n'avez pas répondu à la suite de ma question en ce qui concerne le potentiel. Comment est-ce que le potentiel sera mis en avant pour pouvoir amortir un peu la pression qui est actuellement? Voilà. Que vous parlez de notre capacité à produire. Tout à fait. Oui, mais vous devez savoir que même quand vous êtes un producteur local, les coûts sont adossés sur le marché international. Donc à partir de ce moment, nous n'avons pas beaucoup de choix. Merci. Ce potentiel, il est là. Il va générer des ressources qui vont venir certainement alimenter le budget de l'État. Donc si ces ressources-là sont importantes, peut-être que nous pourrons subventionner davantage, mais il ne faut pas croire que le fait que nous produisons du gasoil fasse que nous ayons un cours qui soit en dessous du cours mondial. Merci. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Yapi Koulibaly, je parle pour les quotidiens du jour plus. L'extraction illégale de l'or prend une ampleur inquiétante dans plusieurs régions du pays. Des jeunes abandonnent l'école pour se lancer dans cette activité d'orpaillage qui détruit l'environnement, alimente l'insécurité sociale et alimentaire et met à mal l'autorité de l'État. Face à ce phénomène, beaucoup de citoyens s'interrogent, et je parle à leur nom, comment expliquer que l'État, avec tous ses moyens, ne parvienne pas à enrayer durablement ce fléau? S'agit-il d'une incapacité ou des complicités qui freinent l'action de l'État? Merci. Merci bien. Alors, si vous avez suivi le communiqué du dernier Conseil national de sécurité, vous avez dû vous rendre compte de toute la mesure que l'État a pris de ce phénomène. Et ce n'est d'ailleurs pas
le premier Conseil national de sécurité qui se prononce sur les questions d'orpaillage. Mais cette fois-ci, le communiqué a été très clair. Il s'agit d'appliquer de façon stricto sensu la loi. Quand je vous entends parler de l'État, on a l'impression que l'État est une personne suspendue qui est différente de nous. Mais l'État, c'est chacun de nous. L'État, ce sont les chefs de village. L'État, ce sont les mutuelles de développement. Je l'ai déjà dit ici, aucun orpailleur clandestin ne s'installe dans un village sans l'autorisation du chef de terre, du chef de village. Aujourd'hui, dans presque toutes nos localités, il y a des mutuelles de développement dans lesquelles se retrouvent les cadres de ces localités. Elles ont la possibilité de parler à leur chef. Oui, il y a une complicité, mais de chacune et de chacun de nous. C'est toute la population qui doit prendre la mesure de ce problème-là. L'État fait ce qu'il peut. Le Conseil a donné les chiffres de tous les sites d'orpaillage qui ont été démantelés. Il y a une lutte qui se fait. Il y a une brigade spéciale qui a été mise sur pied. Aujourd'hui, c'est plus d'1 millier de personnes qui ont été arrêtées et emprisonnées dans le cadre de l'orpaillage. Mais il faut prévenir. Mais cette prévention passe par la prise de conscience de chacun des habitants de ce pays. Oui, complicité peut-être, mais ça commence par les chefs de terre qui donnent leur terre. Le Conseil national de sécurité a été clair, la loi sera appliquée. Donc il peut se retrouver des gens, il peut y avoir des gens, fustiges chefs de village, qui vont se retrouver sous le coup de la loi. Il en est de même des personnels de l'administration qui seraient complices de ce fléau. Bonjour, Monsieur le ministre. Monsieur Fulbert Yao de l'Info Express et de l'agence Anadolu. Monsieur le ministre, le 7 août prochain, la Côte d'Ivoire va célébrer son 6e anniversaire de son indépendance. Vous avez invité des partis politiques. Le PDC a confirmé. Est-ce que l'ancien chef de l'État, M. Bora, a confirmé? Sinon, comment est-ce que vous jugez le fait que le chef de l'État invite chaque fois des partis et puis on balaie du revers de la main ces invitations? Merci. C'est peut-être aux personnes invitées qu'il faut poser la question. On vous invite. Vous êtes libre de répondre favorablement ou non, mais ce n'est pas la faute de celui qui vous a invité si vous décidez de ne pas venir. Je n'ai hélas pas la réponse à cette question. Si vous avez l'occasion de rencontrer les différentes personnalités invitées, posez-leur la question de savoir pourquoi est-ce qu'elles ne répondent pas aux invitations du chef de l'État qui se fait dans un cadre républicain. Monsieur le ministre, je voudrais me faire, venant sa carte journaliste pour le quotidien L'Inter, je voudrais me faire le porte-voix de certains auditeurs de la radio nationale, Radio Côte d'Ivoire. Il se trouve que notre chaîne émet depuis quelques mois des difficultés à transmettre ses émissions sur FM. La radio n'émet plus sur FM, mais c'est seulement sur Internet et en streaming. Est-ce que vous avez été saisi de la situation et qu'est-ce qui est en train d'être fait? Merci. Monsieur Venance, je ne serais pas à ma place si je n'étais pas au courant de ce problème. Oui, nous avons été saisis de cette situation. Nous avons constaté, avant même d'être saisis, l'Ivoirienne de télédétection qui a en charge la diffusion donc, de toutes nos chaînes, que ce soit la TNT ou bien la radio en FM, nous avait déjà adressé une note. Et nous avons adressé une note à M. le Premier ministre. C'est un dossier qui est pris donc, en charge par le gouvernement. Nous attendons que le comité de pilotage, donc la TNT, s'organise. Et au point à l'ordre du jour, nous avons proposé donc, l'analyse de la situation de la radio. Les équipements ont été renouvelés en 2012. Donc ça va faire 14 ans maintenant qu'ils ont été renouvelés. Certains sont vétustes. Et puis les technologies évoluent très vite, donc il y a une nécessité de réinvestir dans la radio. La radio est
est un des moyens, je dirais, de diffusion de l'information les plus accessibles, qui couvre facilement toute l'étendue du territoire, où il n'y a pas véritablement de barrière en termes de moyens financiers d'acquisition. Un transistor aujourd'hui, donc on l'a facilement à très moindre coût. Donc c'est un puissant moyen de communication. Donc vous comprenez que pour un gouvernement qui veut être au plus près des populations, donc faire fonctionner sa radio est important. Donc nous avons transmis le dossier, nous attendons donc les instructions et nous n'avons aucun doute que les moyens seront donnés pour pouvoir renouveler les équipements. Mais après, il y a les moyens qui sont donnés et puis il y a le temps de commander les équipements, le temps de les recevoir, parce que les émetteurs ne sont pas fabriqués, stockés. C'est en fonction de votre demande qu'ils sont fabriqués. Donc ça va prendre un certain temps. Tout ce que nous pouvons faire, c'est demander aux auditeurs donc, de prendre leur mal en patience. Nous sommes au courant de la situation et nous avons déjà commencé la réflexion pour apporter une solution. Bien, merci pour votre participation à ce conseil. Je vous donne rendez-vous en début septembre pour la reprise des travaux. Merci et bon appétit.